Bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui pour une formation intitulée « Mon entreprise peut-elle se développer en franchise ?» Puisqu'il est vrai que bon nombre de chefs d'entreprise désirent, pour accroître encore la taille de leur entreprise, se développer en franchise en réseau contractuel. Donc nous allons donc voir aujourd'hui les différentes questions à se poser pour voir si l'entreprise est effectivement développable en franchise, et nous étudierons une méthode pour vous permettre de développer votre entreprise en franchise. Alors j'accueille aujourd'hui Laurent de La Fontaine. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour, donc vous êtes consultant en réseau et en franchise. Donc la première question, quelles sont justement les questions à se poser pour savoir si une entreprise est développable en franchise? Alors, il y a deux types de réponses. La première, je dirais que ce sont les éléments d'ordre tangible que je vais décrire avec vous. Et puis, il y a les éléments d'ordre intangible. Alors, je commence par ces derniers. Par exemple, est-ce que vous, en tant que chef d'entreprise, vous êtes à même demain d'adosser ce nouveau métier qu'être franchiseur, c'est-à-dire d'aller gérer des partenaires qui sont contractuellement, juridiquement indépendants. Et ça, tout le monde n'est pas forcément capable. Donc il faut bien se mettre dans l'idée que demain, on va partager, entre guillemets, une part de son pouvoir avec des partenaires. Donc ce sont des raisons que je cite d'intangibles, c'est lié à votre caractère, votre profil. Et la meilleure façon de se rendre compte est peut-être de demander à ses proches et pourquoi pas de se faire conseiller sur son aptitude à demain à devenir franchiseur. Ça, ce sont pour les points intangibles. Et je vous ai cité les points tangibles. Et là, il faut se poser, je dirais, 10 bonnes questions. La première des questions, c'est quel est le montant du chiffre d'affaires de votre société? Est-ce que ce montant, comparé à la concurrence, donc comparé aux autres enseignes du même secteur d'activité, est au moins égal, sinon supérieur? Car plus votre chiffre d'affaires sera important, comparé à une norme, plus vous aurez la possibilité d'attirer des investisseurs. Donc il est très important pour vous de regarder le niveau de chiffre d'affaires. Le second point, il faut avoir un savoir-faire. C'est-à-dire qu'il faut que lorsque quelqu'un vient chez vous avec votre enseigne, il ait suffisamment de valeur ajoutée, de savoir-faire, on verra comment on le définit, pour se dire si je commence avec telle enseigne, j'irai plus vite, à moindre coût, et je gagnerai plus d'argent que si je commençais seul. Donc il faut vraiment trouver dans cette deuxième question, ce deuxième point, quelle est la valeur ajoutée de mon concept. D'accord. Le troisième point, c'est ma marque, mon concept, mon logo. Est-ce que j'ai une marque forte ou est-ce que j'ai un logo représentatif? Est-ce que tous ces signes visuels pour un futur partenaire ou un futur client sont dûment protégés? C'est-à-dire protégés juridiquement, déposés à l'INPI ou autre organisme, de façon à pouvoir en donner la libre jouissance à des tiers partenaires. Donc ce troisième point de la propriété intellectuelle des éléments caractéristiques du concept sont importants. On a cité le logo, la marque commerciale, le concept architectural et toutes ces choses-là. Il faut aussi que vous ayez prouvé, et c'est le quatrième point, il faut que vous ayez prouvé l'excellence de votre modèle, la rémunération qu'il peut vous apporter. Il faut que ceci ait été prouvé dans des pilotes. Alors un pilote, c'est quoi? C'est un laboratoire d'idées qui a une durée suffisamment longue et intéressante pour qu'un tiers partenaire puisse dire « il a un très bon concept, il l'a expérimenté et c'est rentable et ça fonctionne et il y a des clients en face ». Donc la notion de pilote est très importante. Après, on pourra voir ultérieurement est-ce qu'il faut un ou plusieurs pilotes et quelle est la durée nécessaire d'un pilote. Mais en tout cas, conserver en quatrième point la notion de pilote probant. On a parlé de la valeur ajoutée, il faut pouvoir la monétiser. C'est-à-dire que vous avez mis en place un savoir-faire qui fait toute autre valeur ajoutée. Je vais vous donner un exemple. Vous avez créé un laboratoire de fabrication de macarons. Comment vous pouvez valoriser cette valeur ajoutée pour le compte de vos partenaires? Donc il faut voir si derrière cette usine de macarons, cela va apporter une valeur ajoutée, une qualité indéniable pour votre futur partenaire. Le cinquième point, qui est très important, c'est est-ce que votre métier nécessite une qualification particulière? Par exemple, pour être dentiste, il faut un diplôme de chirurgien dentiste. Donc tout métier n'est pas bon à franchiser. Ça peut être simplement légiférer.
Il faut donc bien regarder que le diplôme, la qualification ou même une assurance ne soit pas un frein pour le recrutement des futurs partenaires. Il est évident qu'un médecin ne peut pas partir en franchise, par exemple. Oui. Un second point qui est intéressant dans ce problème de qualification, c'est aussi regarder si le secteur est fiscalement incité, c'est-à-dire que l'État abonde largement en aide pour ce secteur. Je prends l'exemple du photovoltaïque. Si vous vous souvenez, fut un temps, l'État rachetait via EDF l'électricité à des particuliers. Et on a vu bon nombre de franchises de photovoltaïque monter en puissance. Et puis en 2012, l'État a cessé de racheter l'électricité, provoquant ainsi la chute de nombre de réseaux. Donc il faut aussi bien faire attention à ce que votre concept ne soit pas juste une niche fiscale, mais repose sur un vrai métier et une vraie valeur ajoutée. C'est mon 5e point. Le 6e point, je dirais que c'est l'appétence du modèle économique. Alors, appétence, c'est peut-être un petit mot un peu trop consultant. De manière plus simple, est-ce que ça rapporte? À combien s'élèvent les investissements? À combien s'élèvent les charges d'exploitation? Quel est le niveau de chiffre d'affaires? Et votre futur partenaire, quand est-ce qu'il retrouve son retour sur investissement? Il a mis 20 000 euros d'apport. Au bout de combien de temps il récupère ces 20 000 euros d'apport? Est-ce que le modèle, financièrement, tient la route et va permettre au franchisé de gagner sa vie tout en capitalisant sur son entreprise, ce qui est un peu le but de la franchise. Un 7e point, il faut vous poser la question du potentiel. Alors derrière potentiel, il y a 2 types de clients. Quand je parle de potentiel pour votre concept, il y a bien sûr les consommateurs finaux. Est-ce qu'il y a suffisamment de clients finaux en France pour pouvoir répondre à votre demande? C'est un premier point. Si je prends par exemple la vente d'avions d'affaires, un avion doit coûter plus d'1 million, je n'ai pas le chiffre en tête, mais ça va coûter très cher. Il est évident qu'une franchise d'avions d'affaires n'a pas de sens, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'acheteurs en France. Donc, bien vérifier le nombre suffisant de consommateurs finaux. Et puis, il y a aussi vos clients à vous, futurs franchiseurs, que sont vos futurs partenaires. Est-ce que vous aurez suffisamment de candidats pour rejoindre votre réseau? On ne fait pas une franchise avec 10 franchisés, ça n'a pas de sens. Donc il faut vous assurer que votre concept puisse véritablement avoir une appétence, puisse plaire à un nombre important et significatif de candidats à la franchise. D'accord. C'est mon 7e point. Je pense qu'il faut aussi, sur un 8e point, s'occuper de la concurrence. Qui sont vos concurrents? Est-ce qu'ils sont très agressifs? C'est important de noter le degré d'agressivité. Prenons par exemple la téléphonie. Quand on voit aujourd'hui l'agressivité commerciale de Free, il est extrêmement dangereux d'aller investir sur la téléphonie. On a vu le résultat avec Phonehouse. Donc il faut voir quel est ce niveau d'agressivité commerciale et de puissance. S'ils ont un monopole, par exemple dans la lunette, quasi-monopole on va dire, c'est embêtant. Donc il faut bien juger dans l'analyse du marché comment et quelle est l'attitude de vos concurrents. En 9e point, on va davantage peut-être vous poser la question sur est-ce que vous êtes très structuré. Aujourd'hui, vous maîtrisez un métier, celui par exemple de boulanger ou d'hôtelier. Vous souhaitez partir avec un réseau de partenaires. Vous allez apprendre le nouveau métier de franchiseur, de gérant de tête de réseau. Mais pour autant, êtes-vous structuré? Avez-vous un savoir-faire qui est modélisé? Avez-vous des boucles opératoires, des procédures, des outils, un logiciel d'exploitation métier? Bref, êtes-vous structuré pour pouvoir épauler demain vos futurs partenaires? C'est un point très important. Et d'ailleurs, souvent, vous allez vous poser la question de quelle est votre équipe, quelles sont vos ressources pour demain pouvoir gérer un réseau d'animateurs. Ça, c'est une vraie question. Est-ce que j'ai autour de moi des équipes qui vont pouvoir m'épauler dans ce projet? Et je finirai par un point qui est aussi important. Le 10e point, c'est le temps nécessaire à former un tiers partenaire à votre concept. Plus votre concept est technique, plus la formation sera longue.
Et donc, plus la notion de franchise est intéressante. C'est-à-dire que vous allez véritablement transmettre à vos partenaires un savoir-faire. Et la notion de transmettre, de transmission, cela se valorise. Donc, plus la formation de vos candidats sera longue, technique, importante, plus vous êtes, entre guillemets, éligible à la franchise. Voilà quelque part les 10 points peut-être essentiels qui forment les critères d'éligibilité à la construction d'un réseau en franchise ou autre forme de partenariat. D'accord. Donc on a vu, donc effectivement un certain nombre de questions intangibles, 10 points très tangibles. Je crois que vous avez une méthode à proposer donc aux dirigeants d'entreprise pour voir et pour développer en fait leur entreprise en franchise. Alors oui, chez Axe Réseau, nous avons mis en place ce qu'on appelle un audit de franchisabilité, mais votre terme est effectivement plus clair que le mien. En fait, l'audit de franchisabilité vise, sur une durée de 4 à 8 semaines, à donner des recommandations suivies d'une feuille de route. C'est vraiment le but ultime. Et on a 4 étapes qui s'enchaînent. On va avoir une première étape de définition et de compréhension du concept, puis une seconde sur l'organisation du pilote, l'analyse du pilote, comment est transféré mon concept dans le pilote. Enfin, on va s'attarder sur l'organisation de la tête de réseau. Et la 4e et ultime étape, on va donner notre commentaire sur ces étapes, nos recommandations et se prononcer sur les étapes suivantes. Donc si vous le voulez bien, on va reprendre donc, les 4 grandes étapes une par une. La première dont vous avez parlé, c'est tout ce qui concerne l'analyse du concept qui sera franchisé par la suite. Alors le concept, on va d'abord définir ce concept en termes de valeur ajoutée et directement le savoir-faire qui en découle, le savoir-faire ou les savoir-faire. On va regarder en face de ce savoir-faire s'il y a un potentiel, comment se positionne mon concept par rapport au marché, à mon secteur. C'est important de voir s'il y a un potentiel, on l'a dit précédemment. Quel est ensuite mon concept confronté à mes concurrents? Quelle est ma valeur ajoutée et est-elle significative? De tout cela, je vais ressortir donc un savoir-faire, mes éléments de notoriété, et je vais essayer de voir comment je les transpose dans mon pilote. Et justement, donc la deuxième étape, c'est tout ce qui concerne l'organisation du pilote. Exactement. Donc dans le pilote, on va s'assurer que la valeur ajoutée et le savoir-faire issu du concept soient bien intégrés dans un point de vente, une agence, un point commercial. Et on va s'attarder sur comprendre comment fonctionne l'organisation, l'exploitation de ce pilote, où est mis en valeur le savoir-faire et les signes de ralliement de la clientèle. On va s'intéresser aussi, et ça on est un des rares à le faire, on va jouer au client mystère, donc on va faire un petit peu le client mystère dans le magasin, et puis on va regarder de la même façon chez les concurrents comment est fait un client mystère, et on va donc pouvoir comparer notre pilote par rapport à la concurrence. Enfin, on va juger de toute la performance commerciale et les différents indicateurs de gestion du pilote qui vont nous permettre de faire un budget prévisionnel pour le compte du franchisé. Ça, c'est plus pour le pilote. Et après, on va s'intéresser à la tête de réseau. D'accord, justement, effectivement, on a le concept, on a le pilote. Maintenant, ce qui reste à structurer, c'est l'entreprise actuelle qui va devenir la tête de réseau. Tout à fait. Donc, la tête de réseau, on va déjà comprendre sa stratégie. Pourquoi elle veut se mettre en franchise et quels sont les moyens et les ressources alloués à ce projet. Quels sont les outils, les procédures, l'organisation actuelle, les systèmes d'information, donc l'état des lieux, des différents outils, d'une part pour le compte du futur partenaire, d'outils métiers, et d'autre part, les éventuels outils existants pour aller animer un futur réseau de partenaires. On va aussi s'intéresser au savoir-être des dirigeants. Est-ce qu'ils sont demain à même de pouvoir gérer un réseau de partenaires indépendants? Et puis surtout, on va s'assurer que les ressources, mais surtout les budgets alloués soient suffisants pour tenir leurs ambitions. D'accord. Donc 3 grands types d'analyse, concept, pilote, tête de réseau. Donc la 4e et dernière étape, on va dire, avant vraiment de se lancer, c'est ce que vous appelez vous, donc la restitution. Donc en fait, l'analyse de toutes les conclusions qu'on a réalisées sur concept, pilote et tête de réseau. Eh oui, c'est effectivement la phase finale de notre travail des 4 à 8 semaines. On va restituer, d'une part, notre état des lieux, ce qu'on a vu au sein des pilotes, ce qu'on appelle le benchmark concurrence, le client mystère, l'analyse du site, donc
tout ça, on va le faire sous une méthode qu'on appelle la méthode Métaplan, qui permet de manière interactive à aller prendre l'avis des partenaires et restituer nos informations. On va aussi, via un outil qu'on appelle l'audit de franchisabilité, scorer le concept. C'est-à-dire qu'on va donner une note à différents items, publicité, emplacement, ressources humaines, et en fonction de cette note, regarder si oui ou non on peut franchiser le concept. Évidemment, si on ne peut pas franchiser le concept, on donne nos recommandations. D'une part, nos recommandations d'évolution dans le cadre d'un concept existant, tout à fait capable d'être mis en franchise, mais avec des évolutions. D'accord. Premier cas de figure. Second cas de figure, un concept qui ne peut absolument pas aller en franchise aujourd'hui et les raisons de ce refus de notre part. Donc on va se positionner sur nos recommandations. Et enfin, généralement une semaine après cette réunion, on revient suite à la décision du client, s'il veut partir en franchise avec nos recommandations. Nous allons dresser une feuille de route avec évidemment qui fait quoi, quand, comment, pour quel objectif, avec quel budget. La feuille de route du projet de franchisabilité. D'accord. Et pour conclure, je crois que vous avez un dernier conseil pratique à donner aux dirigeants qui voudraient développer leur entreprise en franchise. Très sincèrement, je pense que c'est un métier compliqué que de devenir franchiseur et il ne faut pas faire l'économie de se faire conseiller. Je pense que c'est un nouveau métier, c'est compliqué, c'est technique, c'est contractuel. Il y a beaucoup de risques inhérents à un mauvais départ et le meilleur, je pense, des conseils, c'est de se faire conseiller. Monsieur de La Fontaine, merci beaucoup pour toutes ces informations.